Bon allez, santé. Oulala. Ok, je reviens. J'ai trouvé la vraie recette du coca sans même avoir la clé du coffre et je vous la livre dans cette vidéo. L'art de raconter des bonnes histoires, c'est un travail subtil et tous ne sont pas des Cameron ou des Spielberg. La plupart du temps, ce sont des industriels et des publicitaires et notamment Coca-Cola. Comment au juste arrive-t-on à vendre de l'eau et du sucre à des milliards d'individus et à bâtir un empire industriel avec une boisson gazeuse au juste? Restez bien jusqu'à la fin parce que vous découvrirez qu'en achetant une bouteille de coca, vous achetez non pas une boisson mais quelque chose de très différent. Ah oui, alors j'oubliais, juste avant de commencer, un petit coup de pub. En ce moment au cinéma, il y a Patty, alors j'ai l'affiche juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ce sera flou. Donc ce sont les aventures d'une petite souris en Grèce et c'est le dernier film de mon studio, le studio pour lequel je travaille, donc TAT Prod. Et c'est un super film, c'est pas parce que c'est mon studio que je dis ça, on en est à 750 000 entrées en France maintenant, depuis début février ou fin janvier. Mais en tout cas, allez le voir, je vous le conseille vivement. Et maintenant, on va parler, allez, du coca. Donc au début, le coca, pour ceux qui savent, c'est pas très sexy, hein. C'est un pharmacien du nom de Pemberton, il mélange une mixture dans sa cave le dimanche qui est marron et sucré. J'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Frappe-moi, je t'empoisonne. Juste parce qu'il s'ennuie, avec de la coke en plus. Mais son comptable flaire très vite le filon parce qu'il va directement lui proposer un nom pour cette mixture qui sera Coca-Cola. Et là, on voit déjà une partie de storytelling entrer en ligne de compte. Coca-Cola, c'est une allitération qui reste dans la tête, ancrée dans les esprits. Un petit peu comme une musique d'Aya Nakamura. Hélas. Et dans la presse, on va décrire Coca-Cola comme une boisson délicieuse et rafraîchissante. Et alors là, on est dans le pragmatisme pur et dur. Alors un Coca, évidemment, ça rafraîchit, mais on va passer avec Coca très vite au fur et à mesure des années du réel à l'irréel, du réel à une idée, un style de vie. Et on va l'expliquer tout de suite. Et cette idée sera implantée dans les esprits dès 1931 parce que Coca va se trouver une mascotte qui n'est autre que le Père Noël qui a été inventé quelques années auparavant. Cela va permettre à la firme de vendre une boisson gazeuse en plein hiver, de faire le stock de thunes, et surtout de détacher la marque La Boisson du pragmatisme, parce qu'on ne boit plus Coca pour se rafraîchir puisque c'est en hiver, mais on va la symboliser, on va associer Coca à l'esprit des fêtes, à l'esprit de famille, à la chaleur, et à ce bon vieux bonhomme rouge qui nous apporte des cadeaux. No witnesses? Et surtout, on va l'associer aussi au style de vie américain. Et ensuite, dès la Deuxième Guerre mondiale, Coca-Cola va venir ravitailler les troupes sur le front. Et à partir de là, le Coca va devenir un emblème pour l'Amérique. C'est cette boisson qui va vous donner des forces pour aller affronter l'ennemi et le vaincre au front, lui casser les jambes. Grenade, grenade. Ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Le Coca, c'est la boisson des vainqueurs, c'est l'Amérique. Vous êtes américain ou de leur côté, donc vous achetez, vous devez acheter et boire du Coca. Et très vite, le Coca est associé au sport dans les années 60 où on voit des athlètes donner tout ce qu'ils ont aux Jeux Olympiques avant, bizarrement, d'aller boire une bonne bouteille de Coca pour les rafraîchir. Et là, on va encore symboliser la fonction du Coca. C'est pour les sportifs, c'est pour les athlètes, c'est pour les vainqueurs, miam miam du sucre. Et ce storytelling, le Coca, c'est la boisson des vainqueurs, va petit à petit être associé à quelque chose d'un peu plus psychologique, c'est-à-dire du mystery marketing. Oui, je me rapproche du micro pour parler un petit peu mystérieusement. Parce que la recette du Coca est connue de très peu de personnes dans le monde. Elle est contenue, verrouillée quelque part dans les sous-sols, dans les souterrains de la firme, dans un gros coffre-fort dont une poignée de cadres supérieurs possède les clés. Très peu de gens ont vu cette recette de leurs yeux vus, peut-être même qu'elle n'existe pas. Et c'est là tout l'art pour Coca de raconter une bonne histoire auréolée de mystère. Parce que la recette, l'essence même du Coca, est vue comme une relique sacrée, une vache sacrée à laquelle il est interdit d'y toucher avec ses gros doigts. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. D'où cet effet d'humanisation et même de divinisation quelque part. Peut-être qu'une bouteille de Coca c'est un peu comme une influenceuse. Et c'est même cette raison pour laquelle quand Goizueta, en 1983, donc le directeur a décidé qu'il fallait changer la marque, eh bien il s'est pris le plus grand tollé que l'histoire de l'industrie
n'est jamais connu. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Parce que c'était ignorer complètement la manière dont fonctionne l'être humain. Quand on a une idée de produit et qu'on a réussi à la visser dans les viscères du consommateur, elle ne doit plus y bouger, elle doit y rester. Et l'humain n'aime pas le changement parce que le changement ne va pas de soi, ça n'est pas naturel, c'est extrêmement inconfortable. Surtout quand vous êtes un Américain moyen avec un IMC de baleine. Beaucoup d'Américains à cette époque, en voyant le changement de la recette, ont dit qu'ils ont vécu dans leur chair la perte d'un être cher. Et certains ont même dit que changer la recette du coca, c'était comme brûler la bannière étoilée, la bannière, le drapeau américain. Vous achetez une bouteille de coca, vous n'achetez pas une boisson, vous achetez l'Amérique, vous achetez le style de vie américain. Le Coca-Cola, c'est l'Amérique sous forme liquide. Coca-Cola avait réussi à créer un lien affectif entre lui et son consommateur, comme s'il s'agissait d'un individu avec une volonté propre. Et ça, c'est sacrément bien joué. Mais on peut aller plus profondément parce que Coca-Cola a ensuite décidé d'aller plus loin et de s'attaquer aux désirs inavoués de l'individu, du consommateur. Et maintenant, on va parler du subconscient de l'être humain. Donc rappelez-vous, Coca, c'est la boisson du vainqueur et c'est ce sur quoi insiste Coca quand ils font des pubs qui les comparent à Pepsi avec des tests en aveugle en disant que les consommateurs préféreront toujours Coca. Et ils démontrent que même en aveugle, eh bien, le Coca reste victorieux, que le Coca, c'est la boisson des conquérants, de ceux qui sont toujours les winners. We gave America a choice, and more people said, Coke is it. Et dans cette pub-ci, Coca-Cola a décidé d'utiliser la musique du film Deliverance que vous, mes abonnés infiniment intelligents, vous avez reconnu pour mettre en emphase la dimension de la compétition. With SodaStream, we could have saved 500 million bottles. Ensuite, en 1993, Coca va sortir une pub avec des ours tout mignons en 3D, et cela va mettre l'accent sur le côté spectaculaire et heureux de la vie. Et pendant longtemps, le slogan de Coca sera « Acheter du bonheur en bouteille ». Et là, on va passer d'une boisson à une idée. Pourquoi ? Parce que le bonheur, c'est un concept personnel, et donc, quand on nous évoque une idée qui est censée représenter le bonheur, on va se concevoir une recette personnelle dans notre tête. Et ainsi, le consommateur va consigner tous ses fantasmes et tous ses désirs de bonheur, ce désir d'être heureux, dans une bouteille d'eau gazeuse. Coca va tout de même venir standardiser cette vision du bonheur en présentant dans ses pubs des jeunes gens qui s'amusent, qui s'éclatent à la plage, en jouant au frisbee, en s'éclaboussant gentiment, et surtout en utilisant la symbolique de la plage et ce que cela évoque. Évidemment, les vacances, le soleil, la chaleur, la farniente, la famille, les amis, le bonheur, la jeunesse, la liberté qu'évoque une jeunesse heureuse, une jeunesse libre après les cours à aller jouer au ballon et à touche pipi. Vous n'achetez plus une boisson gazeuse dorénavant, vous achetez une idée du bonheur. Et vous vous associez à des jeunes gens beaux, heureux, qui s'amusent, qui s'éclatent à la plage. Symbolique qui fonctionnera hier comme aujourd'hui. Pour certains c'est la plage, pour d'autres c'est un beau jardinier torse-poil, ouais c'est un peu sexiste, mais là c'est un homme donc ça passe. Et d'ailleurs dites-moi, petite question maintenant, vous ne remarquez rien dans cette pub? Et oui, les jeunes gens sont entre amis, sont en groupe. Pourquoi? Parce que on achète Coca pour se faire des amis, pour être validé socialement, pour ressentir ce besoin humain d'appartenir à un clan. Il y a ce besoin inconscient, subconscient d'appartenance à un groupe. Boire du Coca, c'est être jeune, heureux, avoir des potes et être validé socialement et s'éclater à la plage, à jouer au ballon ou à touche pipi derrière les dunes, mais vous faites comme vous voulez. Et Coca-Cola vous permet aussi de créer un lien d'intimité privilégié avec les stars, même si elles ne sont plus vivantes. Et pour mieux comprendre ce phénomène et les leviers psychologiques, je vous invite à aller voir la vidéo sur les influenceuses qui vendent leur eau du bain. Ainsi, en quelques années, nous sommes passés de boissons rafraîchissantes, pragmatisme, à symbole de l'Amérique, à idée même du bonheur, à quelque chose d'éthéré et de virtuel, pour lequel tout le monde concoctera sa petite recette. En quelques années, nous sommes passés du réel au sentiment, et du sentiment au rêve.
Mais croyez-le ou non, on peut creuser encore plus profondément dans le subconscient de l'être humain et faire en sorte que Coca-Cola devienne en fait une seconde nature pour le consommateur. Et c'est exactement ce qu'a tenté de faire Coca durant ces dernières années. Parce que Coca démontrera par la suite dans ses pubs qu'ils savent jouer avec le drame où l'on suit les aventures de ce papa qui a perdu sa fille, qui va suivre des aventures, qui va connaître des pics, des crises, des phases de creux avant de retrouver celle qu'il aime. En 1971, la pub de Hilltop apporte un message d'espoir au monde entier avec le slogan « Un Coca, un sourire » et la chanson devient un hit dans le monde entier. Dans ces pubs, Coca est associé à l'espoir, aux retrouvailles, à la résolution des conflits, à la chaleur des fêtes, à la famille, au partage, au bonheur et à l'amour. Le Coca-Cola devient l'expérience même du partage. Et vous devriez être fiers d'acheter cette bouteille parce que ça veut dire que vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez des potes. Et en plus, comble du bonheur, vous avez une bouteille à votre nom. Vous la possédez et vous possédez une partie de Coca de ce fait. Vous faites partie et vous participez à cette superbe aventure et expérience humaine qu'est le Coca. Et vous pourrez enfin être heureux et avoir des amis avec qui jouer à touche pipi. Donc vous l'aurez bien compris, dans le fond, quand vous achetez Coca, vous n'achetez pas une boisson. Vous achetez une expérience préconstruite pour votre subconscient. Vous achetez un liquide qui a été bu par des héros de la Seconde Guerre, avec une recette mystère connue par très peu de gens, qui a été recherchée et convoitée, qui a connu des déboires, des crises, mais qui a su se relever plus forte que jamais. Une recette qui évoque la famille comme les amis, la célébration comme le drame, la réunion comme l'émancipation, la jeunesse comme l'expérience. Coca-Cola a réussi à s'incarner dans l'imaginaire collectif et à embouteiller sous forme d'eau gazeuse et de sucre les différentes étapes du héros dans son aventure. Et donc ce bout de papier où serait notée la recette mystérieuse du Coca dans un coffre-fort dans les souterrains de la firme n'existe peut-être pas. Parce que la recette du Coca, je vais vous la livrer maintenant. Le Coca en réalité est composé d'eau et de sucre que vous achetez qui va faire office de réceptacle, qui a été enrobé d'une aura de mystère, auréolé de fantasmes et de désirs humains subconscients et inassouvis. Un petit peu d'espoir, du désir humain d'être aimé et validé socialement et de vivre une vie d'aventure loin de notre quotidien ennuyeux avec des amis. Devenir dans le fond un héros qui va vivre de formidables aventures. Et cette merveilleuse recette, c'est nous qui la faisons dans notre tête. Vous l'aurez compris, la recette du Coca est une recette mentale, psychologique, virtuelle, qui s'adapte à chaque consommateur, à chaque personne qui achète une bouteille. Cette recette est éthérée et irréelle, aussi gazeuse que les bulles qui s'échappent de cette bouteille. D'ailleurs, je voulais essayer un jeu, alors bon, j'ai acheté ça, c'est du Coca-Cola sans sucre, c'est la première fois que j'achète une bouteille de Coca-Cola, et on m'a dit que si je secouais bien fort, ça pouvait péter. Bon, ça ne pètera pas devant la caméra, c'est dommage, hein, on m'a dit que c'était bon pour la rétention. Et le coup de maître de Coca-Cola est qu'il a réussi à imposer cette boisson comme quelque chose de réel dans les esprits. En tous les cas, et sans Coca, je vous suggère de vivre des aventures dont vous serez fiers et de les vivre à vive allure. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est déjà fait, et je vous donne évidemment rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Et avant, eh bien je voulais ouvrir cette bouteille de Coca, alors on va le faire tout de suite. Bon allez, santé. Oulala. Ok, je reviens.